grandes gueules sur RMC Story, les grandes gueules avec Anas Kazib, Rose Améziane, avec l'ami Didier Giraud. Et je voulais vous remercier pour votre fidélité le matin sur RMC Story aussi, vendredi dernier. Vous étiez nombreux, très nombreux, c'était même un record d'audience pour les grandes gueules. Vendredi dernier, entre 9h et midi, les grandes gueules étaient 3e chaîne de France à cette heure-ci sur ce créneau horaire. Donc merci à vous, merci de votre fidélité. Et on était une première chaîne entre 9h et midi sur la TNT. Voilà, soyez remerciés, merci de votre confiance. Le monde de Macron, on y va. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Le glyphosate, ça vous dit quelque chose? Le glyphosate, c'est cet herbicide, ce désherbant, ce produit qui est utilisé par les agriculteurs. Alors, cancérigène ou cancérogène, on peut dire les deux, ou pas, nocif ou pas le glyphosate? C'est un rapport parlementaire qui sera officiellement publié jeudi, mais visiblement tout le monde l'a déjà, et qui va faire grand bruit, qui commence à créer la polémique, parce que le glyphosate, c'est un produit un peu chiffon rouge, qui est au cœur d'une polémique. Les écologistes en parlent beaucoup, estiment que la France devrait aller encore plus loin dans l'interdiction programmée d'ici 3 ou 5 ans. Enfin bref, il y a eu un débat européen. Et là, ce rapport parlementaire dit finalement que le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge. Donc si on interdit le glyphosate, il faut interdire également le saucisson, si je comprends bien. Donc il y a eu 14 mois de travaux et d'auditions. C'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui rend ce rapport. Parmi ces parlementaires, il y a un sénateur de la Haute-Garonne, Pierre Médéviel notamment, qui estime qu'il n'y a aucune preuve que la molécule du glyphosate soit cancérogène. Donc c'est sûr que derrière, par rapport aux polémiques déclenchées par ce produit, puis surtout le glyphosate, c'est un produit que les agriculteurs ont beaucoup utilisé, qui était très important pour eux. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce rapport? Didier Giraud, rappelle-nous déjà, le glyphosate, ça sert à quoi pour un agriculteur? Alors le glyphosate, il a plusieurs utilisations dans le monde, et en France, il n'est pas utilisé comme dans d'autres pays dans le monde. Il est utilisé pour détruire des mauvaises... On va reprendre. Vous avez vu l'utilisation du glyphosate, ce que ça fait, hein? Non, en fait, moi je l'utilise. La charcuterie plutôt. Je l'utilise peu si tu veux savoir. Il est utilisé entre deux cultures pour détruire des mauvaises herbes. Voilà. La vraie polémique est née du fait que Monsanto, qui est le fabricant du glyphosate le plus connu, qui s'appelle le Roundup, a, en même temps qu'il a développé le glyphosate, inoculé un gène dans ses plantes résistant au glyphosate. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il existe de l'autre côté de l'Atlantique du maïs transgénique, du soja transgénique, des bananes transgéniques, que tu peux, une fois qu'elles sont démarrées de pousser, traiter au glyphosate, et il ne reste plus que cette culture porteur du gène transgénique résistant au glyphosate. Voilà. C'est de là qu'est née la vraie polémique. Et après, quand je regarde ce rapport parlementaire avec ce nom à la gomme d'association machin, parce que du coup, moi, je vais faire mon propre rapport parlementaire, quoi, tu vois. Tout le monde se crée en assos, rend son rapport. Non, mais c'est leur boulot. Mais bien sûr, on peut dire est-ce qu'ils sont que c'est les gens très sérieux. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a une vraie polémique. Didier, ce qui l'énerve, c'est qu'on dise que ce soit moins cancérigène que la viande rouge. Cet exemple, parce que je vais te dire pourquoi. La viande rouge, c'est plus dangereux que le glyphosate. Mais là, attention, explosion à venir. Vas-y, Didier. Je vais te dire pourquoi on prend cet exemple-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai combat à l'échelle de l'alimentation de la planète entre la protéine animale et la protéine végétale. Je le dis souvent à ce plateau, derrière les végans, il y a des gens qui fabriquent de la protéine végétale et qui veulent, à un moment donné, emmener la planète entière à arrêter de manger de la viande pour derrière ça être les maîtres du monde et produire de la protéine végétale. Oui, voilà. mais simplement l'enjeu. Après, derrière ça, Didier, je pense que comme il est utilisé chez nous, le glyphosate, il peut être dangereux. Tu vois, de manière, mais je n'ai pas les capacités pour le dire. D'accord, mais voilà. Le problème, c'est ça, c'est que de manière basique, tu vois, où on nous dit ce que vous mangez, c'est bon ou c'est pas bon. Les produits qu'on utilise, c'est bon ou c'est pas bon. C'est qu'aujourd'hui, on est incapable de le dire. C'est une bataille d'études après. Oui, mais alors, l'autre étude. Didier, ça a des conséquences puisqu'on interdit un produit qui était quand même beaucoup utilisé. Il est autorisé ailleurs quand même. Alors qu'il est autorisé ailleurs. Alors ceux qui sont contre le glyphosate disent
disent que c'est le lobbying de Monsanto qui est pris en flagrant délit. C'est ce qu'a tweeté José Bové avec ce rapport. Bayer, entre autres, hein, nos amis allemands quand même. Pas en même temps, s'il te plaît, Didier. Rose. Moi, de prime abord, je vais quand même préférer manger une bonne viande plutôt que d'inhaler du glyphosate. Donc, cette comparaison en fait entre la viande et le glyphosate, ou la charcuterie, je la trouve très douteuse. Ce qui est fatigant, en revanche, c'est cette bataille d'experts où, au final, le consommateur, il ne sait plus à quel sens vouer. Donc, en gros, on ne sait plus pour qui, au final, on doit tendre l'oreille. Donc, moi, j'ai un principe simple, c'est celui de la précaution. S'il y a des études qui tendent vers le fait qu'il y a un danger, par précaution, on le suspend et puis on essaye d'avoir des études plus sérieuses. Mais là, j'ai l'impression qu'on balade beaucoup de gens, qu'effectivement, derrière, on a ici et là des lobbies de chaque côté. Voilà, c'est quand même très compliqué pour le consommateur. C'est bien de dire qu'il y a des lobbies de chaque côté, pas seulement de Monsanto. Non, je pense mais Greenpeace, c'est aussi un lobby. Je pense qu'il y en a de chaque côté. Après, il y a quand même beaucoup d'études où on a des produits qui sont classés tardivement, notamment dans le BTP ou ce genre de choses. Donc, combien ont été reclassés a posteriori? Mais entre-temps, il y a X malades. Et pour la petite comparaison, c'est 34 000 personnes dans le monde qui décèdent de charcuterie. C'est 1 million pour le tabac, 600 000 pour l'alcool et 200 000 pour la pollution. Donc ça va, vous pouvez manger de la charcuterie et de la viande. Hein. Je sais pas comment on compte. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est important, Rose. Le consommateur, il dit, j'applique le principe de précaution. Mais moi, je me demande aujourd'hui, en tant que producteur de nourriture, mais qu'est-ce que mange le consommateur, quoi? Parce que le principe de précaution, il est surtout, faut pas manger gras, faut pas manger salé, faut pas manger de produits transformés, pas sucré, faut pas manger de produits avec des pesticides, faut pas manger de viande, mais il faut manger quoi? Moi, je pose la question, qu'est-ce qu'il faut manger? Je pense, par exemple, les produits, les surgelés ou les repas, il y a énormément de sucre, énormément de sel. Enfin, après, dans un pays où l'espérance de vie progresse, moi, je veux bien qu'on soit, effectivement, on a raison de faire attention à notre santé, à alerter si des produits dont on ne connaissait pas, sain, la bouffe, hein. Dont on ne connaissait pas nocivité, mais la bouffe n'a jamais été aussi contrôlée, aussi saine. On a l'impression, et on est dans une tyrannie. De toute façon, c'est la société de la peur, donc tout doit nous faire peur, mais la bouffe n'a jamais été aussi saine, n'a jamais été aussi contrôle. La France est l'un des pays qui contrôle quasiment le plus au monde sa nourriture. Anas, c'est ce que je viens de dire, la France. Moi, j'attends le prochain reportage de Cache Investigation, hein, parce que dans ces trucs-là, moi, j'ai aucune confiance vis-à-vis de ce député. Est-ce que tu as confiance en Cache Investigation? Parce qu'on apprendra que le gars, il y a un soir, il a bouffé dans un resto avec des personnes de Monsanto. Enfin, voilà. Derrière, je rejoins sur la question de la viande. Enfin, oui, on sait que la viande est cancérigène, mais comme plein de choses. Une fois, je me rappelle à l'époque, quand il y avait sur la question des cigarettes électroniques, on disait que la cigarette électronique a été moins cancérigène que de faire cuire des pâtes dans une poêle, comme quoi la poêle faisait, enfin, c'est à un moment donné, je sais pas, c'est pas là le problème. Le problème, c'est comment on remet un peu de santé dans nos aliments, dans l'élevage, auprès des petits producteurs. Enfin voilà, comment on réduit tout ça. Le problème, c'est pas uniquement le glyphosate. Moi, je suis d'accord sur le truc que c'est un peu utilisé comme la bataille, comme avant. Il y avait la couche d'ozone, et puis après on a eu le nucléaire, et puis maintenant il y a le glyphosate, et on va passer après le 6e continent. Personne n'en parle. À un moment donné, il faut essayer d'avoir un projet global, en vérité, sur ce qu'on bouffe, comment on bouffe. Tu sais que le glyphosate, chez les écologistes, on te dit que ça va être un scandale équivalent à celui de l'amiante, c'est-à-dire qu'on est en train d'ingérer un produit qui va nous tuer à petit feu, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu réducteur de réduire le glyphosate à l'agriculture, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que l'agriculture qui utilise le glyphosate. Mais pendant 50 ans, le glyphosate, il a été utilisé. Alors, par le les agents premier d'entretien utilisateur du glyphosate, c'est la SNCF. Il y avait le particulier et ensuite, aussi. tous les collectivités locales et les particuliers qui surdosaient. J'ai vu autour de moi plein de particuliers qui traitaient 50 mètres carrés de cours avec la dose de glyphosate que je mettais sur 2 hectares. Quoi, hein. Mais le débat, il est pas là. Le débat, il est sur les pesticides. Est-ce que oui ou non? Il est global sur les pesticides. Et les pesticides, c'est d'abord fait pour protéger la plante, quoi, Olivier. Est-ce que oui ou non, peut-on se passer de pesticides? Il est là le débat. Et c'est un pharmacien, le sénateur en question. Alors, je ne sais pas s'il est aux mains de Monsanto, mais il est pharmacien. C'est un lobby pharmacien. Et il dit que lui, il pense qu'il y aura toujours des bactéries, il y aura toujours des champignons, il y aura toujours des insectes. Et à un moment donné, si on veut pouvoir cultiver, il faut bien quand même utiliser pesticides. Et ne sous-estimons pas la guerre qui est en train de s'opérer entre les tout végétales
et les toux Oui, mais animales. enfin, c'est un vrai problème, ça. Oui, mais après, il y a un problème, parce qu'en vérité, le glyphosate, sur la question du désherbage, c'est utilisé pourquoi ? C'est dans un souci de productivité aussi, il faut pas se mentir. Je pense que le petit producteur, s'il sait qu'il n'avait pas, besoin de se presser à pouvoir tu faire... sais comment tu faisais avant le glyphosate? Il y a l'agriculteur. Non mais attends, c'est le travail. Toi qui es le cheminot et qui défend les travailleurs, tu sais comment on faisait quand il n'y avait pas de glyphosate? Ben tu te mettais quasiment couché par terre à quatre pattes pour enlever l'herbe, c'est ça? Oui, mais ça a aidé aussi à améliorer les conditions de travail. Mais la pénibilité du travail, c'est une chose. Mais après, il faut voir qu'il y a aussi un risque climatique beaucoup plus important aujourd'hui avec tout ce que ça engendre à travers les pesticides. L'industrialisation. Je vois qu'on nous ramène même des coccinelles d'autres pays, etc. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent maintenant. Moi, je pense que le petit producteur, il y a un japonais qui passe souvent à Top Chef, etc. qui fait, vous savez, il y a un agriculteur japonais qui fait des super bons produits, mais qui met du temps. On dit, limite, il discute avec ses produits. Pourquoi il sert les plus grandes tables de grands cuisiniers? Parce qu'il prend du temps. Et je pense que oui, c'est pas peut-être pas le moins cher. Manger là-bas. Oui, non, mais à un moment donné, c'est aussi ça. Si un producteur, moi, je pense que le petit paysan, s'il avait la possibilité de vivre de son travail, tu peux pas revenir en fait il y a 50 ans d'agriculture. Attention, Anas, t'as raison. Didier, une seconde, Rose. C'est pas grave. On peut pas revenir en fait il y a plus de 50 ans en arrière sur l'agriculture. Alors oui, il faut peut-être une agriculture raisonnée. Oui, il faut peut-être plus de bio, sauf que ça prend aussi énormément de temps de transformer les agricultures. Peut-être qu'il faut aussi penser un peu plus au bien-être animal. Bien sûr qu'il y a plein de questions qu'on peut soulever, mais aussi la condition de travail. Le souci, c'est qu'il y a quand même des consommateurs. On y est 7 milliards. Oui, mais je pense que le souci, c'est que il y a énormément de consommateurs. On pousse aussi à la surconsommation. Moi, quand je vois les supermarchés qui sont bondés où on jette énormément, enfin, on devrait peut-être commencer à penser un peu plus à. Oui, moi, je pense qu'on produit trop. On n'est pas obligé de manger de la viande à chaque repas. Moi, je m'en fous de manger des mangues au mois de janvier. Je m'en fous d'avoir des fruits de la passion au mois de février en France. Enfin, je sais pas si on nous habituait, s'il y avait des règles, des normes qui t'obligent à avoir uniquement les fruits de saison du pays. Mais c'est le consommateur qui fait changer les choses. Le consommateur, on l'habitue parce que derrière, voilà, on a envie de commercer, on a envie de ramener des mangues. Il y a un phénomène aussi des étalages pleins. Tu vois, il est là le souci de la surconsommation. Si t'arrêtes de mettre des tomates en janvier, il y a des gens qui vont te demander des tomates. Pourtant, les tomates, c'est anti-écologique. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que crevons tous. Moi, j'ai l'impression des fois, crevons tous. Anas, oui, ça va, t'es en bonne santé. Rassure-toi. T'es en trop bonne santé, Anas, d'ailleurs. Mais non, mais je veux dire, on nous met dans la tête aussi des trucs pour nous faire peur. Mais je te dis, c'est la société de la peur et ça fait vendre la peur. C'est des lobbying aussi, la peur. Ça fait voter aussi la peur. Ça permet d'envoyer aussi des députés. Donc, sincèrement, ces produits-là, il faut les contrôler, mais ces produits ont permis aussi quand même à améliorer les conditions de travail. Et tout le monde bouffe, mais pas seulement. Ça a aussi facilité les conditions de travail. Et je pense que tu en es sensible, Anas. Quand j'entends Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, dire la dernière fois, il faut revenir à l'agriculture qui a 50 ans, c'est une connerie. Excuse-moi, c'est une connerie de dire ça. Et parce qu'on ne peut pas nourrir tout le monde. On va aller au bout du raisonnement. Revenons à l'agriculture d'il y a 50 ans. Les gens se tuaient. On produit comme nos grands-pères en France, manuellement, comme tu le dis, dans des petites exploitations. On remet des charrettes. Qu'est-ce qui va se passer? Des bœufs. On sera à 50% d'autosuffisance sur tous les produits agricoles. Ça veut dire qu'il faudra qu'on importe 50%. Et donc ça sera plus cher. Et les produits seront plus chers. Et les 50% de production qu'on importera seront faits seront dans des normes qui seront encore plus détériorées que les nôtres. Mais tous les ans, on dépasse les limites de production. Je crois qu'on a dépassé la limite de production du monde au mois d'août. À un moment donné, moi, je suis pas d'accord sur ça parce que factuellement, moi, je pense que peut-être pas revenir à 50 ans, mais je pense qu'on pourrait quand même, avec pas beaucoup d'efforts, essayer de diminuer de manière massive. Après, je parle de payer plus cher. Pourquoi plus cher? Il y a des gens qui pourquoi plus cher? Pourquoi plus cher? Si tu produis moins, forcément. Si tu produis différemment ça est parce que l'offre et la demande, c'est le principe. Si tu produis différemment, si tu as plus de main-d'œuvre, si tu as plus de main-d'œuvre pour produire, forcément le prix va augmenter, clairement. Et puis aussi, il faut penser au niveau d'espérance de vie de ces agriculteurs, où clairement elle va diminuer, parce que quand tu bosses à quatre pattes toute la journée, je peux te garantir que tu n'as pas la même espérance de vie que quand tu es dans un bureau. Mais c'est aussi comment on garantit le salaire. C'est une discussion que nous pourrons reprendre tout à l'heure. C'est une discussion que nous pourrons reprendre tout à l'heure.
à l'heure dans le grand oral des GG avec Yannick Jadot, qui est tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes. Nous verrons ce qu'il pense de ce rapport qui sort jeudi sur le glyphosate, justement. Est-ce que c'est un rapport qui a été commandé en douce par un lobby ou pas? Dans un instant, les grandes gueules reviennent avec la question grande gueule. On a un procès qui s'ouvre aujourd'hui, c'est le procès des époux Balkany. Ce qui fait titrer aujourd'hui à Libération, Balkany finit de rire. Alors, est-ce que en fait les époux Balkany, qui, comme on dit, ont régné sur le Valois-Perret dans les Hauts-de-Seine, il y a les soupçons de fraude fiscale, on verra ce que dit la justice, mais est-ce qu'ils ont déjà été condamnés médiatiquement? Est-ce que c'est un lynchage, le procès Balkany? 3216 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules. RMC, 9h midi, les grandes gueules.